vendredi 7 janvier 2022, amis internautes de Guérite TV Monde, bonsoir et bienvenue dans votre émission. Après un mois de repos, je retrouve l'équipe de votre émission préférée, Les Grandes Contradictions. Gaspard Diamonsi, bonsoir et bon retour. Bonsoir Chamzine, évidemment, bon retour. Bonne année. Oui, bonne année à ceux qui nous suivent. Voilà, Achille Oussou. Bonsoir Chamzine. Bonne année. Merci. Voilà, le premier sujet du jour, le PAG2 a été lancé il y a quelques jours. Que peut-on retenir selon vous, Gaspard Diamonsi? Que peut-on retenir? Pas grand-chose. Ce qui est sûr, c'est que le gouvernement s'est donné une boussole. C'est ce qui est essentiel à retenir. On pouvait ne pas le faire et je dirais avancer à volo comme certains l'auraient fait, mais le gouvernement a choisi. Il y avait déjà un programme d'action du gouvernement 1 de 2016 à 2021 et de 2021 à 2026. Et le gouvernement a trouvé nécessaire de travailler à avoir également un programme. Et ce qui est essentiel, comme je l'ai dit tantôt, c'est que le gouvernement s'est donné une boussole, s'est dit, et durant le quinquennat qui vient, voilà ce que j'aurai à faire. Je crois que c'est assez important, et d'autant plus qu'on sait ce que cela coûte. Je crois que près de 12 000 milliards de francs CFA et environ 342 projets, grands projets à réaliser. Je crois que c'est des éléments sur lesquels on peut suivre ce gouvernement et voir ce qui sera fait, ce qui ne sera pas fait, et voir au bout de la réalisation de ce projet-là, où est-ce que le pays comment est-ce que le pays se serait avancé ou développé. Peut-on parler d'un PAG2 ambitieux, Achille Oussou? Oui, mais je crois qu'on n'aurait pas d'autres qualificatifs pour qualifier ou apprécier donc, ce nouvel instrument de gouvernance que la gouvernance ou le gouvernement de Patrice Talon, le gouvernement 2 de Patrice Talon s'est donné. Comme l'a rappelé tout à l'heure, nous avons été déjà habitués à l'exercice parce que la première mandature de Patrice Talon avait travaillé sur la base d'un programme d'action qui a été évalué à travers sa tournée à travers tout le pays au terme donc, de ce mandat-là et dans la perspective des préparatifs des élections pour le deuxième mandat. Aujourd'hui, que le gouvernement revienne à nous présenter son PAG2, cela ne tournerait pas. Alors, c'est un acte de planification, de programmation. Je crois que c'est de cette façon que les grandes nations au monde se sont développées et nous devons donc féliciter le gouvernement pour cette obligation qu'il s'est donnée. Et donc, ça permet vraiment à tout le pays et à tout le monde entier de suivre ce gouvernement dans son fonctionnement, dans son évolution et pourquoi pas le Bénin donc dans son évolution globale par rapport à son développement. C'est ambitieux, c'est bon et donc c'est maintenant au bout du rouleau, au compte que nous allons apprécier les résultats que le gouvernement aurait atteints. Gaspard Diamonsi, en parcourant ce document de 62 pages, je crois, on constate toujours que des communes sont toujours oubliées en ce qui concerne des infrastructures. Nous en avons 77, donc je ne suis pas sûr que presque toutes les communes soient impactées par le PAG. Le développement d'une nation est intégral. Il ne faut pas voir parce qu'une commune n'est pas prise en compte, c'est peut-être partie remise. Cette commune le sera par ailleurs autrement. Et nous avons constaté au niveau du PAG 1 que des stades ont été construits dans un certain nombre de communes. Toutes les communes du Bénin n'avaient pas été prises en compte. Et pour la phase 2, maintenant pour le PAG2, d'autres communes sont également prises en compte. Je crois que toutes les communes seront d'une manière ou d'une autre impactées par ce qui sera fait. Et ce que moi je voudrais aussi qu'on retienne, on peut être d'accord ou ne pas être d'accord avec le gouvernement, mais je l'ai dit tantôt, c'est déjà un instrument qui permettra de savoir comment est-ce que ce gouvernement-là évolue. Et ce n'est pas le programme d'action du gouvernement ne doit pas être que l'affaire du gouvernement. Les projets sont là, les réalisations ont été annoncées. Maintenant, quelle est la part que chaque citoyen doit jouer
pour que ce projet-là devienne une réalité. Je crois que chacun doit nous payons déjà des tasses, faire cette réflexion-là. Nous payons déjà des tasses. Oui, c'est déjà une manière de contribuer, voilà. Mais on peut davantage également contribuer à la réalisation de ce programme. Le deuxième sujet, révalorisation annoncée des salaires au Bénin. Quel impact sur le hautement social annoncé? Oui, je crois que le gouvernement de Patrice Talon, pour son deuxième mandat, a annoncé donc qu'il repose tout son exercice sur le hautement social. Et je me permets, à partir donc de cet indice, de dire que toutes les réformes qui seront entreprises, toutes les initiatives qui seront prises par ce gouvernement iront certainement dans le sens donc, de l'amélioration des conditions de vie des populations. Ici, il s'agit particulièrement des travailleurs, parce que nous demandons les impacts, notamment sur les salaires des travailleurs, et nous attendons donc de voir à fin janvier 2022, de voir quels sont les impacts réels de ce nouvel instrument de taxation par rapport aux impôts sur les revenus des travailleurs. Et donc, mais lorsque nous considérons qu'on appelle la réforme dans sa globalité, on constate que cela touche également d'autres points non moins importants. On a parlé par exemple de qu'on appelle la révalorisation ou de l'abattement sur salaire qui ne prenait pas en compte les femmes fonctionnaires. Désormais, on vient corriger cette injustice. Je crois que d'une manière ou d'une autre, même si l'impact n'est pas pécuniaire, on peut quand même dire qu'il y a une certaine satisfaction morale déjà qu'on peut constater au niveau d'une certaine couche des travailleurs. Et les impôts sur les fonciers bâtis, c'est-à-dire ce qu'on appelle les logements. Il me semble également qu'à ce niveau, il y a eu quelque chose qui a été fait pour niveler les tasses. Et donc, ça arrange certainement certains, et ça n'arrangerait pas certainement d'autres. Je crois que d'une manière ou d'une autre, chacun essaierait donc de trouver son compte au bout du rouleau, et c'est cela qui nous permettra donc au bout du compte de dire quel a été l'impact donc de ces nouvelles réformes sur la vie des populations. Nous allons prendre date, et donc d'ici à un mois, on peut encore revenir pour mieux apprécier. Gaspard Diamossi, certains fonctionnaires jubilent déjà. Oui, l'annonce Bon, évidemment, vous avez corrigé, parce qu'on a tout fait de dire valorisation, mais en réalité, ce n'est qu'une annonce pour l'instant. Il n'y a rien de concret. C'est vrai qu'il y a un comité interministériel qui a été mis en place et qui va réfléchir à comment est-ce que cette revalorisation salariale va se faire. Maintenant, moi, je ne voudrais pas aller trop vite en besoin, parce que certains commencent déjà par dire que voilà, le hautement social est amorcé, ainsi de suite, et patata. Il faut quand même qu'on soit un peu réservé sur la question. Dans un premier temps, retenons que, en fait, je ne sais pas si dans le budget de cette année, si cela avait été prévu, parce que l'annonce est venue un peu après, de façon concrète. Les choses seront certainement faites. Maintenant, la révélation va aller dans quelle proportion et dans quel sens? Les réflexions sont encore en cours. Donc, c'est tous ces éléments qu'il faut prendre en compte avant de pouvoir tirer de grandes conclusions, parce que il ne faut pas que il faut que les fruits tiennent la promesse des fleurs. C'est vrai que l'annonce est là, mais il faut que la révalorisation soit de sorte que tout le monde puisse trouver satisfaction. L'autre aspect que je voudrais aborder, c'est quand même un petit bémol. C'est vrai que ça concerne les fonctionnaires du public et du privé, mais ils sont quelle proportion de la population béninoise? C'est vrai que ceux-là vont sur les marchés, c'est vrai que ça va avoir un certain impact au niveau des vendeurs, au niveau de la population, parce que ceux-là ont des parents. Mais quand on évalue l'impact, je crois que c'est un peu tôt ou c'est un peu avancé de dire que c'est le hautement social. Le hautement social, c'est ce qui va impacter réellement la vie des presque 11 millions de Béninois que nous sommes de façon positive. En ce moment-là, on peut réellement dire
il y a un social qui est en train d'arriver. Peut-être que ce n'est que le début, mais espérons davantage, n'allons pas trop vite en besoin en tirant des conclusions qui, à mon sens, ne devraient pas l'être. Achille Osso, vous êtes quand même un fonctionnaire, vous êtes content actuellement Non, mais écoutez, nous attendons donc d'apprécier, comme je l'avais dit tout à l'heure, lorsque les fruits vont réellement tomber. Pour le moment, ce n'est qu'une annonce, ce n'est qu'une promesse. Il faut que en fait, le comité interministériel qui a été installé termine son travail, dépose son rapport et qu'une mesure soit prise et mise en application. Et c'est à cet instant-là, vraiment, que nous pouvons dire que le fonctionnaire béninois peut vraiment jubiler. Nous allons passer à présent au troisième sujet. Retour annoncé du député Afo Tidjani, alias Soui, au Parlement. Gaspard Diamossi, qu'en est-il finalement? C'est quand même votre ami, le grand Soui, le tout-puissant Soui. Oh, mon ami. Bon, les gens me prêtent l'amitié avec les 83 députés. J'espère ami à tout le monde dans le pays. De toutes les façons, vous avez des retours annoncés. Moi, je dirais peut-être faux retour annoncé parce que pour l'instant, on ne l'a pas encore vu. Et bon, c'est vrai qu'il y a des rumeurs qui disent qu'il est déjà dans le pays. C'est vrai que j'ai lu sur les réseaux sociaux qu'il y aurait eu des négociations qui lui permettraient désormais de rentrer, de continuer à siéger à l'Assemblée nationale. Mais en réalité, bon, où se trouve le député Afo Ahmed alias Soui, personne ne le sait. Est-ce que quelqu'un l'a renvoyé du pays? Est-ce qu'il est inquiété? Moi, je n'en sais rien. Je sais que... Mais après sa déclaration, sa dernière déclaration... Oui, après sa dernière déclaration, bon, moi, je n'ai pas entendu dire qu'il a été inquiété. Je n'en ai pas entendu. Donc, si sa place est au Parlement et s'il doit y être, je crois qu'il doit... Jusque-là, quand on fait l'appel nominatif des députés, on le cite, même si on ne le voit pas. Donc, s'il doit être au Parlement, il le sera. Et bon, il n'y a pas eu de plénière pour que je puisse vérifier effectivement qu'il est là, parce que celui qui a fait l'annonce a semblé dire qu'il devait déjà être là le mardi 4, mais en réalité, il n'y a pas d'activité à l'Assemblée nationale actuellement. Donc, nous attendrons qu'il y ait une véritable plénière pour voir si réellement il va retrouver les chemins de l'hémicycle. Mais selon mes informations, il est quand même assez régulier dans le pays, il est d'ailleurs dans le pays, donc à mon sens, il n'est pas... Donc vous maîtrisez mieux sa position? Bon, j'essaie de dire ce que j'entends, j'ai dit selon mes informations. Ah, donc, okay. Puisque c'est votre ami, peut-être il vous a fait l'amitié de vous dire sa position. Mon ami, bon. Je ne sais pas si c'est mon ami. Donc, pour connaître la vraie position de Soui, on peut déjà vous contacter. C'est au la preuve, je ne sais pas s'il est au Parlement ou pas. Peut-on parler d'un ballon d'essai par rapport à cette actualité? Non, je parlerai même d'une publicité gratuite au député Ahmed Afo Diobo, alias Soui. Parce que, comme l'a rappelé tout à l'heure M. Diamossi, nous ne savons pas les raisons pour lesquelles il s'était absenté au Parlement. On ne sait pas si il a été inquiété. Donc, je crois que il ferait mieux d'abord de nous dire les raisons de son absence. Et je soupçonne même un manquement au règlement intérieur de l'Assemblée nationale parce que je ne sais pas si, entre-temps, ils ont enlevé cette disposition-là qui prévoit que lorsque un député manque aux activités parlementaires pendant un certain nombre de jours ou de mois sans justification, que en fait on peut lever son humilité, on peut le remercier. Et donc je ne sais pas si à ce niveau-là même là, il n'y a pas quelque chose à se demander. Est-ce que quelque chose ne tourne pas rond? Est-ce que le président de l'Assemblée nationale n'est pas dans une certaine connivence ou dans une politique de faveur? C'est un appel à sanctionner. À ce niveau, on a au moins le président de réserve sur le plateau. Le règlement
intérieur de l'Assemblée nationale dit quoi aujourd'hui? Moi, je n'ai pas le règlement intérieur de l'Assemblée nationale en tête, ça c'est vrai. Mais ce que je sais, c'est qu'un député, et par la levée de son immunité, un député peut être sanctionné pour un certain nombre d'absences à l'Assemblée nationale. Ça va de son blâme à des rétentions sur ces émoluments. Maintenant, c'est laissé à la discrétion du président de l'Assemblée nationale et des membres du bureau. Donc, je ne sais pas suivant quels critères cela se fait. Mais écoutez, ici, nous avons pris le cas du député Souye et on en parle parce que c'est un cas assez particulier. Mais écoutez, il y a plein de députés qui n'ont aucun problème et qui ne viennent pas à l'Assemblée nationale et c'est assez rare qu'on entende. Ils viennent même 2 fois dans l'année. Hein. Les députés ont été sanctionnés ou suspendus. Donc, bon, je ne pense pas que cela soit... Je ne vois pas quelle urgence ou bien quel intérêt on aurait à appliquer une telle mesure, rien qu'au cas l'honorable Souris. Alors que par le passé, nous avons vu, par exemple, des anciens présidents de l'Assemblée nationale réélus qui n'ont presque jamais mis pied durant toute la législature à l'Assemblée nationale. Aucune sanction n'a été prise, donc je ne pense pas que cela soit nécessaire d'aller dans ce sens. Donc inutile d'accuser le président de l'Assemblée nationale. Non, mais on ne l'accuse pas. Je crois que nous interrogeons les tests. Et si ça n'a jamais été fait, cela ne voudrait pas dire que ça devait devenir... non, mais je pense qu'il y a eu des... Même s'il n'y a pas eu, je ne pense pas, même s'il n'y a pas eu des sanctions, je crois qu'il y a souvent des rappels à l'ordre. Par exemple, à l'occasion de la présentation de son rapport d'activité, quand vous lisez bien, le président de l'Assemblée nationale, à travers ses services, fait le point de la présence de chaque des députés à l'Assemblée nationale. Et le point est contenu souvent dans le rapport d'activité par rapport à la présence des uns et des autres. Et je crois que parfois, il y a des types de rappels à l'ordre pour dire aux députés à l'avenir de participer aussi bien aux activités en plénière qu'au niveau des commissions. Oui. Mais comme je l'ai dit tantôt, le pas vers la sanction n'est pas souvent pris. Vous savez, nous sommes entre politiciens et là, dans le jeu, je ne dis pas nous, hein, nous sommes dans un milieu politique. Et je crois qu'il y a des susceptibilités à ménager tout ça là. Donc je crois que ça peut expliquer ce que nous disons là. Oui, mais le souhait serait donc d'aller à l'application, à tenir rigueur à l'application des dispositions que les députés eux-mêmes, des dispositions des lois que les députés eux-mêmes se sont librement prises. Parce que c'est eux qui légifèrent. Le règlement intérieur, c'est eux-mêmes qui l'ont établi, donc ils l'ont voté. Et donc je crois que ça les engage. C'est vrai que le président de l'Assemblée nationale n'a pas un certain nombre de marges de manœuvre parce que nous sommes dans un milieu hautement politique où il doit faire très attention parce qu'il a besoin de tout le monde, surtout pour le vote de ces rapports. Mais ici, il faut savoir que les députés étant d'une manière ou d'une autre une frange d'autorité, en fait, la rigueur, l'obéissance à la loi, les hommes devaient être donnés par eux-mêmes, surtout que c'est eux qui légifèrent. Et donc, c'est à cela que nous appelons. Ce n'est pas la personne de Afo Obo, alias Souyi, qui pose problème, mais il faut quand même qu'on mette mette fin à certaines pratiques. Pour notre gouvernement, à tous, il faut savoir quand même que le député absentéiste s'auto-sanctionne, puisqu'il y a des jetons de présence et que quand il n'est pas là, par exemple, il ne signe pas la présence, il ne bénéficie pas. Donc c'est déjà une manière... Il n'en a pas besoin, peut-être c'est un milliardaire. Bon, mais c'est pour vous dire qu'il y a déjà quand même une sanction qui quelque part est appliquée. Il y a déjà une incidence sur ces émoluments par rapport déjà à cette absence. Donc peut-être qu'on pense qu'il ne faut plus aller plus loin par rapport à ça. Avant de parler football, on va revenir sur cette actualité très rapidement. Du côté de Diefa, les vendeurs de moutons sont toujours sur place. Beaucoup de bruit pour rien. Ouais, non, apparemment, on a tous hâte d'aborder le souffle. Moi, j'ai plutôt le souffle. Non, j'ai le souffle coupé parce que je revis encore les menaces de notre préfet par rapport
donc au déguerpissement ou au déplacement, j'allais dire simplement, donc, de ces vendeurs de moutons, parce que le préfet a menacé de ne plus ramasser les moutons, mais d'enfermer les vendeurs. Si, malgré ces menaces, ils continuent de rester en place, ça veut dire qu'il y a vraiment outrage à autorité. Et la question que je me pose, pourquoi jusque-là le préfet n'a plus agi, n'est plus revenu sur le dossier? Gaspard Yamoussi. Vraiment, je ne sais pas ce que j'ai à dire par rapport à ce sujet. Et quand vous avez dit du bruit pour rien, c'est nous qui avons fait du bruit pour rien, ou bien ou bien c'est l'autorité qui était sur les lieux l'autorité qui a fait du bruit pour rien. Oui. Et parce que quand on abordait le sujet ici, on disait, bon, c'est vrai qu'on a beaucoup accusé l'autorité. Et moi, particulièrement, je disais qu'il y avait peut-être complicité coupable. Mais aujourd'hui, on est obligé d'enlever toute réserve et de dire que finalement, il y a complicité. Parce que là, ça ne s'explique pas. Des moutons circulent. Vous êtes sûr? Peut-être qu'ils circuleront jusque dans ce studio aussi. On ne sait jamais. Mais c'est suffisamment grave, c'est vrai que nous en rions, mais c'est suffisamment grave que des décisions se prennent et que des autorités parlent pratiquement dans le vide et que rien ne se fasse pour que ces décisions, ces mesures-là soient respectées. C'est à croire que vraiment ceux-là, les vendeurs de moutons là, ils sont super puissants, en tout cas dans la République. Ça, c'est bizarre. C'est bizarre. C'est vraiment bizarre, qu'on en vienne à manquer à tenir tête à l'autorité. C'est quand même une dame dynamique, en la voyant. Elle a beaucoup menacé là. Elle a parlé, désormais je vais vous ramasser. Je crois quand même que le préfet a tout intérêt à conduire ce dossier jusqu'à son terme. Sinon, ce ne serait pas bien. Parce que c'est de sa gouvernance, de cette mission qu'on lui a confiée, c'est la première fois que je la voyais sortir et menacer publiquement. Et donc, qu'elle ne revienne pas sur cette mesure-là, qu'elle ne nous donne pas, qu'elle ne nous permette pas de voir qu'il y a une suite logique par rapport à sa décision, ce serait vraiment dommage pour sa mission. Il y a un chef village, il y a un chef d'arrondissement, il y a un maire, il y a le préfet, il y a la police, le commissaire central, le directeur départemental. Je crois le commissariat de la zone d'abord. Absolument, le commissariat de la zone d'abord. Sincèrement, je pense qu'il y a... Est-ce qu'on doit toujours accuser la dame, puisque Apiti a échoué sur ce dossier? C'est absolument beaucoup de préfets. Peut-être Patrice Talon n'a pas encore trouvé le préfet qu'il faut pour l'aider à gérer ce dossier, à mon avis. Ah, mais vous voulez dire quoi? Ah oui, parce que l'autorité qui menace, qui prend une décision, et ça fait déjà des mois, et ses compatriotes, on n'a rien contre ces gens, mais ces gens défient l'autorité. On ne se retrouve pas sur le territoire d'un certain nombre de préfets que nous connaissons. Ah oui? Je suis sûr que... Oui, si c'était avec un certain Toboula, il faut le lui reconnaître, un certain Orula, le préfet Orula aurait déjà traité ces gars comme des prostituées. Il aurait pu finir avec ce dossier, ça c'est un dossier. Non, mais nous en rions, mais c'est important. Il faut oser le dire. C'est des dossiers dans lesquels on voit qu'il y a quand même certains à qui il faut confier un certain nombre de missions dans la République. Moi, je me dis que c'est une doléance. Si on va peut-être ramener le préfet Orula à Porto-Novo, on retourne le préfet d'ici à Cotonou. Ce serait-ce qu'en 48 heures pour que Orula puisse nous aider à régler ce problème. Vous ne voyez pas, Gaspard Yamoussi? Moi, j'ai foi que ce problème peut être résolu par Dr Marie Apotronchou. Elle peut régler ça. Je crois que c'est une dame, elle donne l'impression d'être une dame de fer. Seulement, on veut la voir, l'action, on veut la voir régler cette situation-là. Et moi, j'ai foi qu'elle peut régler ça. On n'a pas besoin, celui que vous appelez n'a pas de tête, non. Je pense qu'elle peut régler ça et je crois qu'elle va finir par relever ce défi. Parce que
quand vous parlez de Orunla, vous avez dit que Apiti a pris par là, il n'a pas pu. Oui, tout à fait. Donc, je pense qu'elle peut régler. En tout cas, c'est une question d'exercice de pouvoir. Il faut qu'elle exerce son pouvoir. Pas qu'on donne l'impression que nous la minimisons. Non, on a parlé de sa compétence. Au moins, elle a menacé, elle a tapé du poing sur la table. Bon, ça veut dire que quelque part, il y a une volonté de régler la situation, puisqu'elle a dit publiquement. Il y a une volonté. Maintenant, qu'est-ce qui ralentit cette volonté? C'est ça qu'il faut chercher. L'ardeur refroidit totalement après des mois. C'est ça qu'on doit chercher à savoir pourquoi. C'est intéressé. Bon, peut-être que continue donc d'exercer. Si, bien entendu, elle accepte, peut-être qu'elle peut essayer de s'expliquer au micro de Guérit TV Monde. Je n'en sais rien. Mais bon, la rédaction, on va peut-être prendre contact avec elle pour voir, puisque jusque-là, après ces menaces, elle n'a plus dit un mot sur le Je crois qu'il est important qu'elle donne de la voix pour situer les uns et les autres. Le dernier sujet à présent, le 5e d'ailleurs. Malgré tout, la Coupe d'Afrique des Nations démarre effectivement ce dimanche 9 janvier prochain au Cameroun. La fête du football africain aura donc bel et bien lieu à Chiloussou. Ben, bon, malheureusement, le Bénin est abonné absent à cette fête-là. Nous aurons pourquoi c'est pas là vous commencez oui, mais vous avez parlé de fête. On a un super ministre des Sports. Il paraît qu'il fait des miracles, mais malheureusement sur ce plan-là. Non, mais est-ce que le ministre est sur le terrain? Le gouvernement quand les joueurs gagnent, je lis Patrice Talon a fait gagner le Bénin, je lis Osman Omeki a fait gagner le Bénin. Pourquoi quand il y a échec, vous ne voulez pas qu'on dise? Parce que la victoire sur le terrain, c'est une organisation. Ce n'est pas que les joueurs que nous voyons, c'est toute une organisation. Mais il y a une très bonne organisation en ce qui concerne nous voyons, il y a tellement une organisation que nous avons échoué à aller aussi bien à la CAN qu'au Non, mais n'oubliez pas que c'est une compétition. Il faut un gagnant et un perdant. Et nous ne pouvons pas nier le dynamisme de ce jeune ministre Osman Omeki. Et donc, je crois qu'il y a plusieurs couloirs et chacun a un rôle à jouer. Et le gouvernement aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, on le voit donc mettre ce qu'il faut à la disposition de la fédération et donc de tous les acteurs du football pour que qu'on appelle le sport soit bien organisé. Bon, alors jusque là nous n'avons pas appris que le ministre influence le choix des joueurs, influence le travail de l'entraîneur. Donc je crois que si jusque là on n'a pas de ces informations, on peut peut-être encore accorder une certaine crédibilité à l'exercice du jeune ministre. Mais moi, je dis que fondamentalement, il faut que le Bénin s'arrête pendant un certain nombre d'années pour réorganiser son football. Et qui va arrêter? Peut-être que c'est à ce niveau que vous aurez raison. Est-ce que c'est la solution? Non, je ne pense pas forcément que ce soit la solution. Mais comme je l'ai dit tantôt, d'ailleurs ce n'est pas le sujet c'est la CAN, c'est vrai. C'est la CAN. Mais c'est important d'aller sur ce terrain-là parce que ça fait quand même le cœur que nous ayons des pays comme la Gambie, le Cap-Vert, ainsi de suite, la Mauritanie et autres, et que le Bénin ne soit pas à la CAN. N'oubliez pas que c'est une compétition. Oui, c'est ça que je vous dis. C'est un gagnant et un perdant. C'est toute une... Si nous ne sommes pas meilleurs, c'est la faute à qui? La faute aux joueurs? Non, écoutez, les joueurs, nous ne les voyons que sur le terrain. Il y a toute une préparation technique, psychologique, financière, tout et tout. C'est pas parce qu'on a mis des milliards dans le football qu'on a œuvré pour qu'il y ait des résultats. Mais non. D'abord, beaucoup de gens contestent l'actuel sélectionneur qui est là. Ça peut être... Qui est responsable de ça? Moi, à mon avis, le ministre est responsable. Le président de la Fédération béninoise de football, la Fédération béninoise de football est responsable parce que c'est eux qui doivent organiser. Et je pense que ce n'est pas l'organisation qu'il faut pour l'instant. Absolument pas. Donc, si il y a victoire, on ne dit pas oui, c'est les joueurs, on dit c'est le ministre. Quand il y a échec aussi, il faut donner la responsabilité de chacun à chacun. Maintenant, pour ce qui concerne la CAN, très rapidement, nous sommes à la fin. C'est le sujet. Moi, je suis assez heureux que cette compétition-là puisse se dérouler dans de bonnes conditions parce qu'il y a eu beaucoup de menaces sur la compétition.
On a entendu les Européens qui ne voulaient pas libérer les joueurs. On parle de Covid, on a parlé de beaucoup de choses. On a même dit que la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, va se jouer au Qatar. C'est une aberration. Il y a eu beaucoup de choses. Heureusement que les Africains ont tenu bon et que la compétition aura finalement lieu. On a joué l'Euro il n'y a pas longtemps, dans le même contexte de Covid. Personne n'a rien dit. Pourquoi c'est quand il s'agit de l'Afrique qu'il y a tout cette tournée-là? Heureusement que la compétition aura lieu et nous espérons que la fête sera belle et que le meilleur va gagner. Malheureusement, ce meilleur-là, ce ne sera pas le Bénin. Vous savez ce qui me réjouit? Ce qui me réjouit, c'est que l'ORTB ait eu enfin le droit de diffusion des matchs pour permettre aux Béninois, tout au moins. Donc, ils n'ont pas eu le droit, ils l'ont acheté. Ils n'ont pas acheté les droits pour que nous regardions les écureuils jouer. Quand les écureuils jouent, on est obligé d'aller sur Internet ou de suivre d'autres chaînes. Mais comme les écureuils ne jouent pas, on a eu l'argent pour acheter, pour qu'on voit d'autres équipes jouer. Ça, c'est une très bonne chose aussi. Et vous ironisez en plus. Il m'empêche même d'argumenter. Oui, allez-y. Donc, je crois que c'est fini. D'accord, vous allez conclure en même temps. Oui, en fait, je n'avais pas souhaité mes voeux à nos amis, ceux qui nous ont toujours fait confiance sur cette émission, qui nous ont réclamé donc, pendant ce temps de repos. Nous leur souhaitons une très bonne et heureuse année et nous souhaitons aussi une parfaite année à notre pays et à notre émission. Nous sommes revenus avec un nouveau décor derrière. Merci. Voilà. Nous avons relooké. Gaspard Gavossi. Oui, j'allais commencer par là, parce que les gens qui nous suivent ont vu que nous sommes désormais dans un nouveau décor. Donc je salue l'investissement du PDG qui a mis les petits plats dans les grands pour que nous puissions faire cette émission, pour que les choses se fassent dans les normes, que les choses se fassent dans de très bonnes conditions. Encore une fois, je le remercie et que Dieu lui donne les moyens de continuer à servir les téléspectateurs, les internautes et autres. C'est relatif des collaborateurs. À travers eux, c'est tout le pays qu'il sert ainsi. Donc on lui souhaite beaucoup de bonnes choses. On souhaite également beaucoup de bonnes choses à ceux qui nous souffrent. Ce qui est sûr, nous leur promettons que tant que nous avons la santé, tant que nous sommes là, on sera au rendez-vous. Et que ceux qu'on critique, qui ne pensent pas que nous le faisons méchamment, nous le faisons pour que ça aille davantage Oui, mais pour notre bien. Vous saluez le PDG, nous saluons aussi les techniciens qui travaillent dans l'ombre à nous permettre donc d'être vus et d'être écoutés. Voilà, merci à toutes et à tous. C'est la fin de ce numéro de votre émission, Les Grandes Contradictions, de ce vendredi 7 janvier 2022. On va se retrouver vendredi prochain, si Dieu le veut, pour un autre numéro. Merci à vous et bon week-end à toutes et à tous. Un long week-end d'ailleurs. Au revoir.